Toi, t'as une idée ou genre c'est un peu chacun dit la sienne? C'est un peu ça. Le président de la SEC, Gary Gensler, qui a dit que ça devrait arriver d'ici la fin d'été. Donc, bon, Trump a été malin sur ce coup, qu'on l'aime ou pas. De là à dire qu'il a envoyé un message à Gary Gensler, le président de la SEC, en lui disant maintenant tu vas approuver. Voilà. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Que ma mère s'était mise à farmer des airdrops et elle s'est vraiment mise à. Là, elle farme son premier airdrop. Ouais, donc voilà. Là, c'est bravo, vraiment si cette approbation place Ethereum comme une commodities comme Bitcoin, et dans ce cas-là, on va. Là, c'est let's go to the moon. Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour un nouvel épisode. Alors cette fois-ci, c'est un concept un peu particulier que j'ai jamais fait, donc c'est la première fois. Ce concept s'appelle mythes et préjugés ou mythes et révélations, j'avoue, j'ai pas encore choisi. Mais donc le concept, c'est juste d'inviter des personnes pour parler d'un sujet en particulier qui est défini à l'avance, d'un sujet entre guillemets sur lequel vous avez peut-être des a priori, sur lequel vous entendez des choses qui sont fausses. Et donc aujourd'hui, pour le premier sujet, on va parler des ETF Ethereum qui ont été validés il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, on accueille Antoine, alias Esprit Cryptique, qui bosse aussi pour le journal du coin. Tu as un compte Twitter où tu as fait pas mal de trades, pas mal de contenu autour de ces ETF Ethereum Spot. Yes. C'est pour ça que tu es là un peu aujourd'hui. J'ai plein de mythes et donc plein de questions qui découlent de ces mythes-là. Au total, je t'en ai préparé 4. Okay. Avec pour chaque mythe plein de questions. Et il y a un autre petit truc à la fin que j'expliquerai plus tard. Du coup, peut-être on va commencer tout de suite. Enfin, je préfère rentrer dans le vif du sujet. Comme ça, on passe les parcours entrepreneuriaux, tout ça. Tu l'expliqueras dans un autre podcast. Carrément. Si tu veux. Mais alors, les bases de ce sujet-là, aujourd'hui, donc c'est ETF Ethereum Spot. On va pas réexpliquer ce que c'est Ethereum, puisqu'on est sur une chaîne crypto. J'espère que vous me suivez depuis longtemps. Si c'est pas le cas, abonnez-vous. Et que vous connaissez donc Ethereum. Mais peut-être les ETF, les gens en général découvrent aussi la finance par la crypto pour certains d'entre eux. Donc si jamais tu peux nous expliquer d'abord ETF. Déjà, merci Carlita pour l'invitation. Je suis honoré d'inaugurer un peu ce nouveau format. Alors, un ETF, pour essayer de faire très simple, c'est un produit financier, c'est un fonds négocié en bourse. En fait, si on traduit ETF, c'est Exchange Trading Funds. Donc, ça veut dire fonds négocié en bourse. Et en fait, l'intérêt, si tu veux, c'est de permettre de simplifier l'accès à certains actifs financiers, soit à travers un panier d'actifs, soit à travers un seul actif. Donc, je donne un exemple. Par exemple, imaginons que tu veuilles investir dans l'ensemble des actions du CAC 40, qui est l'indice boursier français principal. Il faudrait que tu doives acheter chaque action individuellement. Donc évidemment, c'est super galère. Donc un ETF, ça sert à regrouper toutes ces actions au sein d'un seul indice, et toi, tu vas pouvoir acheter cet indice-là et donc détenir une portion de toutes les actions du CAC 40 proportionnellement à leur taille dans le CAC 40, si tu veux. Donc ça, c'est quand on achète un panier d'actifs. Donc ça a évidemment un intérêt parce que tu peux diversifier un peu les actifs que tu détiens de façon beaucoup plus simple qu'avant. C'est accessible, c'est facile, c'est en bourse. Et on a aussi la même chose du coup avec des actifs uniques. C'est un peu plus rare, mais ça concerne surtout en fait les matières premières ou les actifs qui ne sont pas cotés en bourse naturellement. Donc je prends par exemple l'or. Si tu veux acheter de l'or, tu ne peux pas en acheter en bourse à la base. Il faut que tu ailles chez un courtier qui détient de l'or, de l'or physique. Un ETF or par exemple, il va te permettre d'investir en bourse sur ces actifs-là. Et donc pour les crypto-monnaies, c'est la même chose. On a maintenant des ETF sur les crypto-monnaies. Alors d'abord Bitcoin, maintenant Ethereum, et on va en parler. Mais du coup, tu peux investir simplement dans ces actifs-là en bourse sans passer par des plateformes d'échange en fait. Ok, super clair. Et autre question, du coup là, on a entendu de ouf parler, au début des ETF Bitcoin Spot, maintenant des ETF Ethereum Spot. Moi, j'avais une question, c'est que les gens oublient souvent qu'il y avait déjà, je crois, des ETF sur Ethereum et sur Bitcoin qui étaient en futures. Est-ce que tu peux expliquer peut-être très vite fait la différence entre le futures et le spot pour ceux qui ne connaissent pas? Alors ouais, en effet, tu as raison, c'est deux types d'ETF qui existent, et les ETF futures sont souvent approuvés en fait avant les ETF spot traditionnellement, tu vois. Okay. En général, si on veut avoir un ETF spot, il faut d'abord lancer un ETF futur sur un actif.
Et c'est ce qui s'est passé pour Bitcoin et Ethereum. On a eu il y a quelques années des ETF Bitcoin Futures. Et donc des ETF Bitcoin Futures, c'est qu'en fait, l'ETF va répliquer non pas la valeur de l'actif lui-même, c'est-à-dire en l'occurrence Bitcoin, mais des contrats à terme sur Bitcoin. Donc des contrats à terme, c'est des actifs financiers, c'est des contrats financiers. Et donc la différence, c'est qu'en fait, quand on a un ETF Bitcoin Spot, on a un fonds derrière cet ETF qui détient réellement les bitcoins qui servent à soutenir le cours de l'ETF, si tu veux, qui back l'ETF, quoi, qui sont adossés à l'ETF. Et dans un ETF Bitcoin Futures, par contre, le fonds ne détient pas de Bitcoin réellement, il détient seulement des contrats à terme qui sont, voilà, je passe un petit peu les détails, mais des contrats financiers. Donc ce qui se passe, c'est que sur les Futures, il peut y avoir une petite variation du prix par rapport au cours réel de l'actif, alors que le marché spot, c'est le cours de l'actif spot. C'est le marché tel qu'on se l'échange, tel qu'on échange un Bitcoin. Okay. Quoi. Donc c'est un petit peu la différence, il n'y a pas d'énorme implication pour l'utilisateur lui-même, mais souvent, le plus prestigieux, c'est les ETF spot parce qu'on détient réellement l'actif au sein du fonds. Quoi, voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, ce qui a été validé où on a une approbation il n'y a pas si longtemps que ça, c'est les ETF Ethereum Spot. Voilà, exactement. On avait eu une approbation des ETF Futures en octobre 2023, donc il n'y a pas si longtemps. Okay. Mais en effet, c'est les spots en mai et c'est eux qui ont fait parler beaucoup ces derniers mois, quoi. Ok, et donc là, la situation actuelle aujourd'hui, c'est validé, on peut en acheter, qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est une bonne question. En fait, il y avait une deadline au 23 mai dernier, c'est-à-dire qu'on a plusieurs émetteurs, plusieurs gestionnaires d'actifs qui avaient émis des demandes de TF Spot. Et donc il y a des deadlines quand c'est comme ça. Évidemment, le régulateur doit se prononcer et à un moment, il doit dire c'est oui ou c'est non. Donc on a aux États-Unis l'autorité des marchés financiers qui s'appelle la SEC, Securities and Exchange Commission, qui devait se prononcer pour le premier gestionnaire d'actifs au 23 mai. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une approbation d'un des formulaires qui est nécessaire pour avoir la cotation d'un ETF. Donc, en gros, pour résumer, il y a 2 formulaires différents. Le formulaire 19B4, qui est un formulaire qui est demandé aux bourses qui veulent coter des ETF. Donc, les bourses doivent compléter un formulaire, intégrer des informations. Okay. Elles le déposent auprès de la SEC américaine, donc l'autorité des marchés, et l'autorité des marchés doit valider ce formulaire. Okay. Et le deuxième formulaire, c'est le formulaire S1, et lui, il doit être déposé par les émetteurs de l'ETF, donc pas par la bourse, par les émetteurs. Et là aussi, il y a des informations comme les frais de gestion, les contours de l'ETF, le mode de fonctionnement, etc. Et lui aussi doit être approuvé. Ce qui s'est passé le 23 mai, du coup, c'est qu'on a eu une approbation des formulaires 19B4, donc ceux des bourses, mais pas encore des formulaires S1, donc ceux des émetteurs. Donc ce qui se passe, c'est qu'on doit attendre d'avoir l'approbation de ce deuxième formulaire-là pour qu'on ait vraiment les ETF qui soient disponibles sur les marchés et qu'on puisse les acheter aux États-Unis. Tu vois. Okay. Et on prévoit quand qu'on pourra les acheter, etc. Parce que j'ai entendu, moi, un peu des dates. Il y a des gens qui disaient c'est l'histoire juste de quelques semaines. Il y a d'autres gens qui disaient non, ce sera après l'été, août, voire septembre. Toi, tu as une idée ou genre c'est un peu chacun dit la sienne? Alors, c'est un peu ça. Okay. C'est un peu ça parce qu'on sait pas vraiment dans le sens où c'est dépendant de l'autorité des marchés américaine, donc la SEC. On sait que l'approbation ne s'est pas faite avec un amour pour Ethereum de fou. Donc, c'est très probable que les choses traînent un peu, si tu veux, ça peut prendre de quelques jours à quelques semaines. En effet, ça peut être après l'été, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de deadline non plus à ce niveau-là, par contre, auprès de la SEC. Mais évidemment, les gestionnaires ont des actions éventuelles s'il n'y a pas d'approbation d'ici 6 mois, tu vois. À un moment, je pense que voilà. Donc non, je pense que ça arrivera dans les semaines à venir. On a aujourd'hui, justement, pour rebondir sur l'actualité, le président de la SEC, Gary Gensler, qui a dit que ça devrait arriver d'ici la fin d'été. Donc bon, voilà, si on l'écoute lui, a priori c'est la fin d'été, mais aucune garantie, il faut attendre un peu. Ok. Très clair. On va commencer ce concept par un premier mythe. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que investir dans un ETF Ethereum Spot est aussi intéressant que d'acheter directement de l'ETH. Et tu as même avec cette thématique-là un autre préjugé, un autre mythe qui est assez courant, qui est que les ETF Ethereum Spot sont aussi risqués que d'acheter directement des crypto-monnaies, notamment parce
que ça expose à la même volatilité, c'est la même chose, etc. Je vois moi souvent des gens qui ont du mal à faire la différence entre les deux. Est-ce que toi déjà tu peux nous expliquer quels sont les principaux avantages à acheter un ETF Ethereum spot plutôt que directement de l'Ethereum? Oui, complètement. Bah, tu as raison, c'est un mythe qui est un peu répandu, ou en tout cas c'est un préjugé que beaucoup de gens ont. Alors si tu veux, quand tu passes par un ETF, tu as plusieurs avantages. Tu as le fait déjà que la gestion de la conservation de l'actif, donc en l'occurrence Ethereum, ne dépend pas de toi. C'est-à-dire que tu confies la détention de ces Ethereum à un tiers. Et en l'occurrence, c'est des tiers qui sont régulés, on est coté en bourse, on a des enregistrements, donc c'est des tiers de confiance plus entre guillemets. On en a dans notre écosystème, tu vois, des tiers de confiance. On a les exchanges, par exemple, les plateformes d'échange sur lesquelles on va acheter des crypto-monnaies. Mais l'histoire a montré qu'il y a quelques plateformes voilà, qui sont un petit peu faillibles. Et donc, l'avantage de l'ETF, c'est que tu comptes sur des mastodontes de la finance traditionnelle pour conserver tes actifs. Et c'est vrai que dans les crypto-monnaies, où c'est plutôt difficile d'avoir une gestion sereine de ces actifs, ça peut être intéressant. Le deuxième aspect, c'est qu'en fait, c'est coté en bourse. Donc, l'avantage, c'est que c'est régulé, je l'ai dit, donc c'est rassurant pour les investisseurs aussi. On ne va pas sur une plateforme voilà, comme ça, un petit peu parfois sombre. C'est des repères qui sont beaucoup plus simples pour les investisseurs traditionnels, c'est-à-dire que si tu investis déjà en bourse et dans des actions, tu as l'habitude de passer par un compte titre, un PEA, et donc c'est des mécanismes qui sont assez fréquents. On retrouve du coup les ETF sur ce type de livret, tu vois. Donc c'est beaucoup plus rassurant. On centralise en plus tous ces actifs en bourse au même endroit, parce qu'on a, voilà, je sais pas, auprès de sa banque, un compte titre, et en fait on va pas aller créer un autre compte sur une plateforme d'échange en plus pour accéder à tout ça. Donc ça c'est intéressant quand même. Après il y a des frais de gestion parfois qui sont aussi assez faibles, donc ça peut être intéressant pour voilà, se dire bah écoute, j'achète mon truc, c'est conservé, j'ai pas à le gérer, et en plus les frais de gestion sont raisonnables. Donc c'est les principaux avantages, il y en a sans doute d'autres, mais là c'est les principaux qui me viennent en tête. Ok. Ouais, moi celui que je voyais le plus, tu vois, c'était vraiment le fait que quand je vois des gens qui connaissent moins la crypto que d'autres, ils sont là avec les wallets, les clés privées, ils savent pas, et puis certaines personnes ne veulent pas s'embêter à savoir parce qu'elles ont tout simplement pas le temps, et là pour le coup en fait elles n'ont pas besoin d'avoir de wallet ou quoi que ce soit, elles s'exposent comme d'habitude, elles font sur des actions, etc., et elles sont tranquilles. Et du coup, est-ce que au contraire tu vois des risques à plutôt détenir un ETF? Parce que moi ça me paraît pas risqué, étant donné que bah voilà, je me dis c'est BlackRock derrière, ils sont super géants, etc. Tu vois, c'est pas un petit exchange qui vient d'arriver qui va faire faillite ou quoi. En plus, je crois que tu es protégé jusqu'à 500 000 $ ou quelque chose comme ça sur les investissements que tu fais. Donc je me dis, est-ce que c'est pas... est-ce qu'il y a d'autres risques que je ne connais pas à avoir un ETF Ethereum Spot plutôt que de l'ETH ou quelque chose comme ça? En fait, tu as raison. Ce que tu viens de dire, justement, ça fait partie des avantages. Donc, le fait qu'il y ait peut-être moins de risques dans la détention. Maintenant, il y a quand même toujours des risques parce que, tu vois, tu as quand même, lorsque c'est spot, on l'a expliqué, tu as quand même un acteur qui conserve les fonds, les actifs, et donc il peut y avoir des problèmes. Mais comme tu dis, il y a souvent des systèmes d'assurance, de garantie. Donc, ça réduit quand même le risque. En fait, moi, le principal que je vois, c'est que tu ne détiens pas toi-même tes actifs, tu vois. Donc en fait, tu peux être soumis à tout et n'importe quoi. Dans un monde où il y a un effondrement économique, c'est un tiers de confiance qui conserve tes actifs, et du coup, tu bénéficies pas du principal avantage de la blockchain, qui est celui de donner la détention des fonds à l'utilisateur. Donc ça, c'est quand même le principal truc. Après, c'est abstrait souvent en Occident, notamment parce qu'on ne se rend pas compte que peut-être on peut avoir des saisies, on peut avoir un effondrement économique, mais le jour où ça arrive, on est bien content en fait de détenir ces bitcoins, ces Ethereum, et donc ça c'est le principal reproche que je peux faire aux ETF aujourd'hui. Ok, mais alors peut-être pas si on a un effondrement économique, parce que là tu pars dans un scénario qui est assez horrible, mais si donc derrière qui conserve les actifs, je crois que c'est Coinbase, qui est d'ailleurs coté en bourse aussi aux États-Unis. Si demain Coinbase venait à faire faillite, à perdre les clés privées, où ils conservent les actifs sous-jacents de cet ETF là, je sais pas, se faire hacker, whatever, qu'est-ce qu'il se passerait? On serait juste remboursé, tu vois,
Je sais pas trop, en fait. C'est une très bonne question et c'est quelque chose qui arrive assez rarement parce que justement, il y a cet aspect régulation qui fait qu'on prévient justement ce risque-là, tu vois, et on s'assure de garantir que les acteurs qui sont derrière ces ETF, parce qu'il n'y a évidemment pas que des ETF crypto, hein, il y en a plus de 3000 ou 4000, je crois, on s'assure qu'ils soient solides. Donc c'est quelque chose qui arrive très rarement, c'est une bonne question, mais je pense que justement, le fait que tu sois dans un système qui est traditionnel, qui est celui de la bourse, tu as des systèmes d'assurance, de garantie qui te permettent derrière de récupérer des fonds. Après, si c'est quelque chose de systémique et qui touche plusieurs acteurs du secteur financier, en l'occurrence américain. S'il y a un effondrement économique. C'est un cas qui ne s'est pas encore produit. On espère que ça ne se produise pas. Et voilà, donc on verra ce qui se passera à ce moment-là. Mais globalement, c'est un des vrais avantages au niveau sécuritaire, c'est de se dire, OK, on compte sur des acteurs qui sont solides, régulés. Et c'est aussi pour ça, parfois, que ces ETF, ils mettent longtemps à être approuvés. C'est que le régulateur, il prend le temps de bien vérifier qu'on est sur des acteurs sérieux, quoi. Ok, très clair. Et est-ce que si tu achètes, parce que tu vois, donc aujourd'hui, pour acheter des cryptos, la plupart des gens vont passer par des plateformes qui sont centralisées, tout simplement, rien que pour faire du on-ramp, off-ramp, donc c'est-à-dire transformer leurs euros ou leurs dollars en crypto. Et passer par ces plateformes-là, aujourd'hui, ça a un coût, que ce soit de déposer de l'argent avec un virement SEPA, sa carte bleue, etc., et après l'échanger. Est-ce que tu crois, enfin, c'était une question que je me posais et j'ai pas du tout regardé à l'avance, mais que c'est moins cher du coup d'acheter un ETF. J'ai pas vu, je crois qu'il y a une espèce de, donc ça coûte de l'argent d'acheter un ETF, je crois ça s'appelle le expense ratio et qui peut être plus ou moins important. J'ai pas vu exactement combien c'était pour Ethereum ni pour Bitcoin, mais est-ce que c'est plus important que d'acheter de son côté? Est-ce que c'est totalement décorrélé ou ça se ressemble? Non, c'est une bonne question. En fait, si tu veux, aujourd'hui, en effet, quand tu passes par un ETF, tu as des gestionnaires d'actifs qui sont derrière et donc il y a des frais de gestion. En fait, parce qu'ils gèrent tout ça, c'est eux qui gèrent justement de payer Coinbase pour conserver les fonds, c'est eux qui gèrent l'enregistrement auprès de la SEC et ça coûte de l'argent. Enfin, donc tu as des frais de gestion. Ce qui s'est passé pour Bitcoin, qui lui est complètement approuvé, on l'a expliqué, alors qu'Ethereum, c'est à moitié, enfin c'est pas totalement, c'est qu'on a eu une sorte de guerre des frais auprès des gestionnaires d'actifs parce qu'ils se sont dit, celui qui a les frais les plus bas, il va attirer le plus de liquidité, tu vois. Et donc on a des frais qui sont passés au début de 0,5% par an à peu près 0,19, 0,18 pour les plus faibles. C'est ce tu que vois. j'avais vu, voilà. 0,19. Voilà, donc c'est des frais qui sont assez faibles, mais c'est annuel. Donc ce qui se passe sur les plateformes d'échange, pour comparer un petit peu, c'est que quand tu amènes de l'argent, donc des euros par exemple sur la plateforme, tu as en effet quelques frais, mais ça c'est souvent assez limité. Ça va être, je sais pas, 1 euro ou 2 euros, parfois 1%, ça dépend des plateformes. Hein. Mais voilà, c'est quand même assez limité en général. Par contre, tu peux avoir des frais dès que tu achètes des crypto-monnaies. Et là, ça peut varier selon les plateformes de 0,07% par exemple à 0,2, 0,3, 0,4, 1% même, tu vois. Donc ça dépend en fait vraiment des plateformes. Il y a des plateformes qui en termes de frais vont être vraiment plus avantageuses que les ETF et d'autres moins, même si tes frais en fait tu les payes une seule fois à l'achat si tu veux quand tu achètes sur une plateforme d'échange, alors que chez le gestionnaire c'est annuel. En fait c'est même annuel, c'est même constant, comme c'est-à-dire un compte en banque limite que tu payes. Exactement, en fait on te retire constamment un tout faible pourcentage quotidien de frais qui équivaut à 0,19% en l'occurrence annuellement. Donc pour les ETF Ethereum Spot, pour finir, pour le moment, c'est dans le formulaire justement S1 des gestionnaires d'actifs qui sont en train de préciser leurs futurs frais de gestion. Et donc pour l'instant, sur les différents émetteurs, il y en a une dizaine à peu près. Tu n'en as que un qui a précisé ses frais de gestion pour Ethereum et c'est Franklin Templeton qui est un géant de la gestion d'actifs et qui a mis des frais à 0,19%. Donc tu vois que les autres, ils vont devoir s'aligner un minimum. Ils vont se battre et donc plus on se bat, plus c'est intéressant pour l'utilisateur d'avoir des frais qui sont faibles évidemment, quoi. Ok, très clair. Donc du coup pour le mythe 1 qui était est-ce que c'est plus intéressant du coup d'acheter, d'investir dans des ETF Ethereum Spot plutôt que dans de l'Ethereum directement? Pas forcément, encore une fois ça dépend je pense de la philosophie de la personne qui achète, de ses compétences aussi, du temps qu'elle a à mettre dans ce genre de deal, enfin dans ce genre d'achat et d'investissement. Complètement, c'est une question de philosophie aussi, tu l'as bien dit, parce que, comme je disais, le principal désavantage pour moi des ETF, c'est l'aspect, c'est que ça ne colle pas avec la philosophie des crypto-monnaies, du Bitcoin et d'Ethereum. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur, il faut détenir ces crypto-monnaies soi-même parce que c'est la philosophie initiale, quoi. Ok,
Très clair. Et on va passer au mythe numéro 2. Je vais mettre un jingle. Jingle. Ici. Du coup, donc le mythe numéro 2, c'est... est-ce que l'approbation des ETF Ethereum Spot, elle était prévue depuis le début. En tout cas, c'est vraiment bizarre puisque ça a fait oui, ça va être approuvé. Non, pas du tout. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'était aussi évident que ça? Est-ce que c'est dû à ce contexte politique aux États-Unis qu'on voit certains disent par exemple que non, la politique n'a rien à voir avec ce genre de choses, qu'au contraire, c'est le marché financier appartient plus à Wall Street, que les cryptos n'ont rien à faire dans ce genre de discours, etc. Aujourd'hui, il y a un peu deux sons de cloche qui dit que au contraire, la politique essaye de jouer avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'était vraiment évident que ça allait être, comme Bitcoin l'a été, quoi, par exemple? Alors, moi, j'avais un avis, donc tout le monde avait un avis. Donc, ouais. Moi, j'avais un avis, et cet avis, c'était que ça allait être beaucoup plus compliqué pour Ethereum que pour Bitcoin. Et il y a plein de raisons à ça, que je pourrais peut-être développer si tu veux, mais je pensais que ça mettrait plus de temps. Donc, en effet, Bitcoin, on a eu, pendant longtemps, c'était un long fardeau, la SEC refusée depuis, ça a mis de 2013 à début 2024, donc t'imagines, ça a mis 11 ans. Par contre, une fois qu'on a senti que ça allait arriver, on avait certaines certitudes, il n'y avait plus de doute, il y avait un dialogue entre la SEC, justement aux États-Unis, et les émetteurs. C'est une question de temps, quoi. Ce qui s'est passé avec Ethereum, c'est qu'on a eu des demandes d'Ethereum Spot fin 2023, et donc il y a, pareil que pour Bitcoin, une deadline qui s'est mise en place où, je l'ai expliqué, où la SEC doit se prononcer, et voilà, soit elle l'accepte, soit elle refuse, mais elle doit justifier son refus. Et en fait, en général, quand on a une approbation d'un ETF, à la base, il y a des dialogues entre justement cette autorité de régulation qui est la SEC et les émetteurs. Tu vois, on voit la chose arriver. Voilà, bon. Et ce qui s'est passé avec Ethereum, c'est qu'en fait, pendant des mois, jusqu'au 23 mai, même jusqu'à 3 jours avant le 23 mai en l'occurrence, on avait zéro dialogue, il ne se passait rien. Il n'y avait aucun signe que la SEC souhaitait faire un pas vers Ethereum. En parallèle de ça, en plus, on avait des procès aux États-Unis contre plusieurs organisations qui sont proches d'Ethereum. Je pense à Consensus ou à la fondation Ethereum, où la SEC, justement, encore elle, poursuivait ces organisations-là, notamment à cause du prétendu statut d'Ethereum qui serait celui de titre financier, alors que Bitcoin serait une matière première, donc une commodity contre une security. Donc c'est un petit peu complexe, c'est du jargon financier, mais grosso modo, la SEC contestait le statut juridique d'Ethereum, si tu veux. Donc en fait, ça crée un contexte un petit peu au niveau juridique qui était néfaste autour d'Ethereum. Et moi, j'analysais ça comme un signe tout simplement qu'on allait avoir un refus, tout en pensant qu'on allait avoir à terme une acceptation parce que juridiquement parlant, la SEC pouvait difficilement justifier de refuser éternellement, tu vois. Mais en tout cas, je ne le voyais pas venir. Donc pour moi, ce n'était pas évident en tout cas. Et on a eu un revirement en fait 3 jours avant et qui est sans doute un petit peu politique, en effet. Ok, c'est la question que j'allais poser, c'est genre alors la politique, est-ce que ce revirement que tu as eu quelques jours avant, etc., c'est une histoire de politique puisqu'il y a les élections qui arrivent bientôt, je crois savoir aux États-Unis, donc tout le monde est un peu là en mode ok, qui a un discours pro-crypto, qui n'est pas pro-crypto, et d'ailleurs même on le voit en France, j'ai lu un thread aujourd'hui sur genre quel parti aimait bien la crypto en France ou pas, c'est toujours une question que les gens entre guillemets dans notre secteur se posent. Est-ce que vraiment ça joue, est-ce qu'il y a eu un message, je sais pas moi, d'une personne aux États-Unis qui voulait passer le truc de si moi je suis là, je pourrais faire des choses pour vous ou pas du tout? Alors, il y a encore une fois deux camps. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont analysé ce revirement en se disant ok, sur les ETF Bitcoin Spot, il y a eu énormément de spéculations en fait les mois qui ont précédé. Il y a eu même des fausses annonces, je ne sais pas si tu te souviens, avec des médias qui avaient annoncé l'approbation alors que ce n'était pas encore le cas. Et donc, il y avait eu des spéculations sur le marché de fou. Et il y avait eu même un hack du compte Twitter de la SEC aux États-Unis qui avait annoncé l'approbation des ETF. Et du coup, pareil, ça avait créé une spéculation pas possible. Et donc, il y a même eu une enquête, tu vois, du FBI sur la SEC par rapport à sa responsabilité. Ça, c'était sur Bitcoin, sur Bitcoin. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur Bitcoin. Il y avait une enquête du FBI sur la SEC par rapport à sa responsabilité dans tout ça. Ce qui est complètement fou. Et donc, il y en a qui interprètent en fait ce mutisme un peu de la SEC pendant des mois
comme étant stratégique dans le sens où peut-être que la SEC a voulu éviter qu'il y ait pendant des mois toute une spéculation autour de l'approbation et en fait elle a décidé simplement dans la dernière ligne droite de montrer qu'elle allait approuver, tu vois, et pas de laisser penser ça pendant quelques mois, qu'il y ait des fausses annonces, etc. Pour encore se reprendre. Donc ça, c'est une interprétation, je la respecte, mais c'est pas obligatoirement la mienne, parce que quand on regarde un petit peu les sources aux États-Unis, notamment Bloomberg, qui est très informé justement sur ces sujets-là, Bloomberg, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'ils ont échangé avec les employés de la SEC aux États-Unis et que même eux sont tombés des nues en fait de voir que 3 jours avant, il y avait ce changement-là. Donc je pense que c'est en effet en partie politique et pas un parti politique. Et pourquoi ? Parce qu'on a vu en fait ces derniers mois la campagne aux États-Unis se développer, on approche du scrutin qui est en novembre, et on a Donald Trump qui va probablement s'opposer à Joe Biden, qui, lui, a déjà commencé un revirement depuis le début de l'année 2024 en se montrant beaucoup plus positif envers les crypto-monnaies. Il a même accepté les dons. Il accepte les dons maintenant en crypto. Il accepte les dons. Il s'était même montré, tu vois, dans le passé, très critique. Donc, c'est vraiment un revirement total. Et en fait, je pense, et c'est ce que montre en tout cas ces dernières semaines, qu'il a compris qu'il y avait un intérêt au niveau électoral pour les crypto-monnaies, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui détiennent des crypto-monnaies et que souvent, ce sont des gens qui sont assez politisés, c'est-à-dire que tu as des convictions quand tu détiens des crypto-monnaies. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont ça. Et c'est peut-être aussi un public qui est plus facilement, qu'on peut plus facilement convaincre que quelqu'un qui, je sais pas, est démocrate, donc pour le camp de Joe Biden, historiquement pour des questions d'économie ou de je ne sais quoi, tu vois. C'est-à-dire que personne n'a fait le travail autour des crypto-monnaies en faisant des propositions alléchantes pour le public pro-crypto. Donc il y a vraiment facilement moyen de séduire, de séduire un petit peu l'audience pro-crypto. Et donc, Trump s'est engagé là-dedans. Comme tu dis, il a accepté les dons. Il a fait des discours très élogieux envers les crypto-monnaies. Et c'est très probable que les démocrates aient senti le vent tourner. C'est quand même une certaine audience, un certain pouvoir de vote qui peut passer des démocrates à Trump simplement parce qu'ils se montrent favorables aux crypto-monnaies. Et même si c'est 1%, tu vois, qui change d'avis pour ça, c'est énorme, 1% dans une élection. Voilà, c'est une élection aux États-Unis, ça se joue notamment dans ce qu'on appelle les swing states, tu vois, qui sont les États un petit peu... je crois qu'il y a la Floride dans les... Voilà, il y a la Floride, la Pennsylvanie. Avec Miami qui sont à fond crypto en plus. Exactement. Donc en fait, c'est des États, tu vois, où il manque pas grand-chose parfois pour que ça bascule, et c'est ces États-là qu'il faut convaincre. Donc Trump a été malin sur ce coup, qu'on l'aime ou pas, et Joe Biden a dû s'adapter. De là à dire qu'il a envoyé un message à Gary Gensler, le président de la SEC, en lui disant maintenant tu vas approuver, s'il te plaît, fais-moi une faveur, La SEC, ça reste une autorité indépendante, tu vois, donc c'est difficile de spéculer sur ça. Mais en tout cas, on a plein de petits trucs autour de cette approbation des ETF, en plus de ça, je veux dire. En parlant de ça, quand il y a eu toute cette histoire autour de ETF, Ethereum Spot, etc., j'avais vu pas mal de choses passer sur la loi FIT 21, il me semble que ça s'appelait comme ça. Est-ce que ça a un rapport avec le sujet ETF, Ethereum, et qu'est-ce que c'est, très brièvement, parce que c'est peut-être pas le sujet de cette vidéo, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, moi la première, parce que du coup, je suivais les ETF, donc ça, je savais un peu ce que c'était, mais la loi FIT 22, je me disais, ah bon, il y a une loi là. Donc, t'as raison, c'est une loi qui a été votée en fait la veille de l'approbation des ETF. Donc tu vois que tout s'est fait en une semaine. On a parlé de semaine historique aux États-Unis. En fait, c'est une loi, c'est pas une petite loi comme ça, c'est une loi qui est fondamentale, c'est-à-dire que c'est une proposition de loi qui souhaite réguler le secteur crypto et lui donner un cadre juridique clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de cadre juridique clair aux États-unis. Nous en France, on a déjà des petits trucs. Et puis en Europe, avec Mika. Totalement. Donc c'est vraiment aux États-Unis, on avait un manque de clarté fou avec des acteurs qui se plaignaient de ça justement entre ce statut de securities, de commodities, tu vois, qui sont deux actifs financiers différents en fait et qui sont régulés par deux autorités différentes. Donc en fait, il y en a un, c'est les securities qui est régulé par la SEC aux États-Unis et l'autre c'est les commodities qui est régulé par la CFTC, qui est donc une autre autorité. Donc en fait, la SEC essaye de dire toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin sont des securities et la CFTC essaye de dire non, c'est à nous de le réguler, c'est nous qui le prenons en main. Et en fait, cette loi, elle se propose de clarifier, de dire vous aurez telles crypto-monnaies qui sont décentralisées pour tel et tel critère et vous, la SEC, vous aurez telles crypto-monnaies qui ne sont pas décentralisées pour tel et tel critère. Et donc cette clarification-là, elle est importante et surtout, ce qui est important, c'est le vote qui a eu lieu. C'est-à-dire que normalement, c'était un projet de loi qui était présenté par les Républicains et ça avait peu de chances de passer parce que les Républicains
au Congrès américain, donc l'équivalent de notre Assemblée nationale, ne sont pas majoritaires. Okay. Voilà. Donc il fallait avoir une alliance avec les démocrates pour que ça passe. Okay. Et au final, les démocrates qui ont toujours été contre les crypto-monnaies. Et donc là, au final, c'est passé avec une alliance justement bipartite entre les démocrates et les républicains, et avec 71 membres de la Chambre des représentants aux États-Unis du côté démocrate qui ont voté pour la loi, alors que ça semblait vraiment très, très peu probable. Okay. Donc en fait, ça n'a pas vraiment un lien direct avec les ETF, mais le lien, c'est qu'on voit une dynamique au niveau politique aux États-Unis avec des démocrates qui s'ouvrent beaucoup plus aux cryptos, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Quoi, tu vois. Et donc tout ça en quelques jours. Donc avec tout ça, on peut répondre aux gens qui se disent que la politique n'a aucun impact sur les décisions, que en partie, potentiellement, très probablement, la politique joue dans toutes ces décisions sur les cryptos, sur le marché financier, etc. Alors, il y a ceux qui diront BlackRock avait demandé un ETF. À partir du moment où BlackRock a demandé un ETF, ils l'auront, tu vois. Et c'est totalement vrai. Oui. Mais t'as des gens qui disent BlackRock contrôle le monde. Contrôle le monde, contrôle le pouvoir américain. Donc, c'est très probablement vrai. Mais la réponse pour BlackRock devait être donnée en août, tu vois. Donc, finalement, la SEC aurait pu refuser en mai et laisser jusqu'en août. Ouais. Voilà. OK. Très clair. On va passer maintenant au mythe numéro 3. Et le mythe numéro 3, donc, c'est quelque chose de un peu plus technique peut-être, enfin un peu moins politique, vision, etc. Mais est-ce que les ETF représentent un risque pour l'avenir du réseau Ethereum ? En fait, il y a certaines personnes qui craignent que les ETF vont conduire à une centralisation d'Ethereum et qui vont donc mettre en danger le réseau, tout simplement puisque au fur et à mesure, c'est Wall Street, entre guillemets, ou ces gros gestionnaires de fonds qui vont accumuler de l'Ethereum, même si c'est Coinbase qui les conserve pour le coup au Gemini, mais voilà, ils seront un peu ils seront propriétaires en fait. Ce sera plus chacun qui est propriétaire de ses Ethers. C'est une centralisation. Voilà, donc centralisation. Est-ce que toi tu es en mode ok, oui, c'est clairement une centralisation, est-ce que ça met en danger le réseau, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il y a plein de choses à dire à ça. T'as plein de choses à dire tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais bien vu. Mais oui, alors, il y a des risques, si tu veux. Donc, il va falloir attendre qu'ils se réalisent pour qu'on se rende compte vraiment de l'impact. Donc, c'est ça le problème, tu vois, c'est que c'est toujours pareil. Oui, parce qu'aujourd'hui, étant donné que c'est pas mis en circulation, entre guillemets, ça n'a pas été proposé aux clients de ces gros gestionnaires de fonds. Et donc, on n'a pas eu encore... Par contre, sur Bitcoin, ça a été le cas. Ça a été mis en circulation. Les gros gestionnaires de fonds ont une grosse partie de la supply de Bitcoin. Il me semble, je ne sais pas de combien, c'est genre 10%. C'est un peu moins, c'est 4,5-5%. Ah oui, 4,5-5%. Ok, je pensais beaucoup plus. Okay. Mais donc voilà, justement, il faut attendre de voir, tu vois, est-ce qu'on va atteindre des 10, 20, 30%, c'est un peu la question. Mais il faut bien justement distinguer un petit peu Bitcoin d'Ethereum sur ce point-là, tu vois. C'est-à-dire que Bitcoin, lui, a un fonctionnement, si tu veux, pour essayer d'être le plus simple possible, qui repose sur ce qu'on appelle la preuve de travail. Donc la preuve de travail, c'est qu'on a des entités, des entreprises qui vont miner des crypto-monnaies en faisant des calculs informatiques et qui vont obtenir des récompenses à partir de ça. Et qu'est-ce que ce travail permet ? Il permet de sécuriser les transactions et de sécuriser le réseau. Bon, ça c'est pour Bitcoin, voilà, Proof of Work. Pour Ethereum, on était en Proof of Work avant, mais on est passé en Proof of Stake, donc preuve d'enjeu. Et ce système-là, il est différent parce qu'en fait, c'est ceux qui détiennent des Ethereum qui vont pouvoir aller mettre ça en gage, si tu veux, pour sécuriser les transactions. Donc, c'est un fonctionnement qui est différent, tout simplement. Mais dans le cadre des ETF, ça peut avoir un impact qui est important. Parce que si les ETF Bitcoin accumulent des Bitcoins, ils n'ont pas plus de pouvoir sur le réseau, tu vois. Tout simplement parce que ça n'est pas en détenant des Bitcoins qu'on a un pouvoir sur le réseau, c'est en minant. C'est en minant, c'est avec de la puissance de calcul. Voilà, exactement. Dans le cas des ETF Ethereum, en l'occurrence, si les actifs sont stakés sur la blockchain, c'est-à-dire sont mis en enjeu, sont utilisés pour la preuve d'enjeu, eh ben, le pourcentage de détention que tu as par rapport à l'offre totale d'Ethereum, elle te donne un pouvoir sur le réseau en fait. C'est hyper important. Tu pourrais décider de censurer plus accepter des transactions. Voilà, etc. totalement, de mettre de nouvelles règles, etc. Donc c'est un vrai risque et un vrai pouvoir. Donc si tu veux, c'est ça le problème. Et alors pour préciser, dans les ETF Ethereum Spot, justement, le régulateur a exigé que les Ethereum ne puissent pas être stakés.
C'est-à-dire que Donc c'est la SEC qui a précisé que tous les Ethereum qui seraient donc détenus pour les sous-jacents de cet ETF-là ne pourraient pas être stakés. Alors, les émetteurs voulaient les staker pour une raison qui est simple, c'est qu'en fait, on obtient un rendement en échange. Donc, on obtient à peu près quelques pourcents de rendement. Et donc, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, soit les émetteurs se gardent le rendement et pour eux, c'est banco, soit ils le redistribuent aux utilisateurs et ça rend l'ETF plus intéressant pour les utilisateurs parce que c'est un actif qui vient avec un rendement, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est pas possible, la SEC a dit non. Donc il y a un avantage à ça, c'est que le risque de centralisation par la preuve d'enjeu est réduit parce que on n'a pas le droit de staker ces actifs-là. En tout cas, BlackRock, Fidelity, tous les gestionnaires d'actifs ne peuvent pas staker ces actifs-là. Donc ils ne vont pas obtenir 20% du pouvoir sur la blockchain, si tu veux. Tu vois. En revanche, tous les ETH, tous les Ethereum qui sont accumulés par les ETF, ils sont mis hors de circulation de la blockchain. Enfin, si tu veux, ils sont conservés. Ça réduit, entre guillemets, Ça réduit le nombre d'ETH qu'on peut staker. Et donc, moins on a d'ETH stakés, moins on sécurise la blockchain, tu vois. Ok, donc c'est dans ce sens-là, en fait. Voilà. Donc, en fait, dans tous les cas, qu'ils soient stakés ou pas stakés, ça serait pire s'ils étaient stakés, mais même s'ils ne sont pas stakés, on enlève des Ethereum ça pose quand même la question pose une question. Combien de pourcentage ces gens-là vont avoir du réseau, des Ethereum et qu'est-ce que... Ok. Totalement. Ok, et est-ce que... Genre question, peut-être bizarre, mais tu penses qu'il y a un monde où, genre, à un moment donné, le régulateur arrive et dit non, mais en fait, finalement, peut-être qu'on pourra en staker un peu ou pas, parce que, je me dis, par exemple, si Trump, on a parlé politique dans le mythe précédent, il est à fond dans les cryptos, nanana, et un jour, je sais pas, il arrive et on est super crypto-friendly, stake et tout, go le rendement, etc., pour faire, entre guillemets, encore plus marcher l'Amérique, etc. Ce serait possible ou... parce qu'en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. En fait, ils peuvent totalement revenir sur cette décision-là. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une mise à jour de la demande d'ETF par les gestionnaires. Si la SEC l'approuve, banco. Et si je vais même aller plus loin, au Canada, en France et à Hong Kong, alors Hong Kong c'est en cours, mais en France et au Canada, tu as déjà des ETF, alors en France c'est pas des ETF, c'est des produits financiers qui se rapprochent de ça, mais c'est pas des ETF, mais tu en as déjà qui proposent des ETF stakés, avec de l'Ethereum staké. Okay. Donc en fait, ça existe déjà dans certains pays. Ça s'appelle comment ? Alors en France, c'est ce qu'on appelle des ETP, c'est la famille de produits financiers, et c'est des ETC ou des ETN. Donc la différence, grosso modo, c'est qu'en France, on ne peut pas avoir un ETF sur un seul produit. C'est toujours un panier d'actifs. Et donc quand tu as un ETF Ethereum, c'est que Ethereum. Donc en Europe, c'est pas possible. Ou alors, il faut s'adapter en prenant un autre produit financier qui ne s'appelle pas un ETF, mais qui s'appelle un ETC ou un ETN, tu vois. Okay. Voilà. Donc c'est la différence, mais il y en a déjà qui existent en France. Mais ça n'a pas de... je suppose qu'ils sont beaucoup moins importants que les gros gestionnaires de fonds comme BlackRock aux États-Unis. Du coup, ça a moins d'incidence. Moins important. Donc c'est des gestionnaires moins reconnus. Alors il y a quand même 21 Shares qui est quand même un gros truc, mais c'est moins reconnu. Et les frais de gestion sont plus élevés aussi parce qu'il y a moins de concurrence. Tu vois, plus il y a de concurrence entre les émetteurs, plus ils se font la guerre sur les frais. Donc plus les frais de gestion sont élevés, moins c'est intéressant. Donc il y a quand même des actifs qui sont détenus dans des ETF en France et il y a plusieurs centaines de millions même qui sont placés dans des ETF crypto. Il y a même d'autres cryptos que Ethereum et Bitcoin. Il y a Cosmos, je crois, il y a Solana, je sais plus. Ouais, en France. Je savais pas du tout. Mais ça a moins de succès. Et il y a d'autres risques que cette centralisation du réseau ? Ouais, il y a d'autres risques. Il y a d'autres risques dans le sens où en fait je pense un truc, c'est les forks par exemple. Les forks, pour essayer d'être très simple, c'est que quand on a une blockchain, donc ces différents blocs qui se suivent et qui sont liés entre eux, on a parfois une absence de consensus au sein de la communauté sur les règles à suivre sur ces blockchains. C'est-à-dire, il y a plein de règles différentes. Le temps de validation, la fréquence, la difficulté, bref, il y a plein de choses. On peut avoir du coup deux branches de la blockchain qui se séparent avec deux règles différentes, tu vois. Et donc, les deux peuvent continuer à survivre tant qu'il y a des gens qui continuent à sécuriser des transactions sur ces deux branches différentes, etc. C'est ce qu'on avait connu sur Ethereum, avec Ethereum et Ethereum classique, tu vois. Ethereum classique, c'était un fork d'Ethereum. On l'avait eu aussi sur Bitcoin, avec Bitcoin Cash. C'était, voilà, bon. Et donc, imaginons demain
qu'on ait des forks sur Bitcoin, c'est aussi un risque pour Bitcoin, sur Ethereum. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, l'actif, il est détenu par le gestionnaire d'actifs, par l'ETF, mais il va falloir choisir une des deux branches, tu vois. Oui. Et donc, à ce moment-là, soit c'est évident pour tout le monde qu'on choisit une branche, et dans ce cas-là, il n'y a pas trop de problèmes, quoi, tu vois. Parce voilà. qu'il y en a souvent, je suppose, des forks, mais qu'on ne connaît pas, ou on n'a pas l'existence, parce qu'en fait, c'est des trucs, c'est des gens qui partent tous de leur côté. Ouais, c'est ça. Et puis, sur Ethereum, il y en a encore plus que sur Bitcoin, tu vois. Okay. C'est ça parce que c'est un actif qui évolue beaucoup plus, tu vois. Il y a une roadmap, si tu veux, sur Ethereum, où on essaye d'améliorer les choses. Donc, Bitcoin, lui, est un actif beaucoup plus dur, beaucoup plus... on essaye de conserver l'existant, pour pas prendre de risques. Et donc, sur la question des forks, en fait, si on regarde les petites lignes dans les demandes d'ETF, on se rend compte que les gestionnaires d'actifs ont le plein pouvoir de choisir quel fork ils veulent conserver. Donc, imaginons demain qu'on ait 50% de la communauté qui soit pour un fork et 50% pour une autre, ou même 80 pour et 20 pour l'autre, BlackRock peut choisir de sélectionner celui qui a que 20% de personnes qui veulent le suivre. Alors ça aurait un impact sur le cours de l'Ethereum et ça serait pas économiquement intelligent pour eux de le faire, tu vois. Mais imaginons un monde où le régulateur américain dise écoutez, il faut forker Ethereum et vous allez faire une nouvelle branche mais qui soit conforme à la régulation, tu vois. BlackRock pourrait dire moi je conserve le fork qui est conforme à la régulation, tu vois. Et dans ce cas-là, c'est une atteinte à la décentralisation d'Ethereum qui est énorme, tu vois. Et mais du coup, attends, s'ils font ça, en gros, tout le monde voudrait être sur l'autre branche qui n'est pas régulée, tu vois. Ouais. Donc, alors, si tu détiens tes actifs, ce serait facile de choisir l'autre branche. Mais si, du coup, tu es passé par BlackRock, tu serais bloqué. Tu es dépendant de ce qu'ils ont choisi. Tu serais bloqué. Et est-ce que... Et après, je pense que ça dépend du coup de combien de gens sont, entre guillemets, passés par ces gros gestionnaires de fonds et combien de gens sont tout seuls. Parce que du coup, c'est, on va dire, je vais les appeler les whales de Wall Street, mais les whales de Wall Street pourraient décider que comme ils mettent tout leur volume sur le fork, entre guillemets, régulé, le prix de l'autre chuterait... Ouais, et puis imagine si BlackRock se met à valider un fork et à rejeter l'autre, ou si les États-Unis se mettent à valider un fork et à rejeter l'autre. On a plein d'applications qui sont développées sur Ethereum. Elle devrait sans doute choisir l'un des deux forks aussi, tu vois. Okay. C'est un peu ce qui s'est passé au moment justement où Ethereum est passé du proof of work au proof of stake, c'est-à-dire que on a une partie de la communauté qui disait non, faut pas passer au proof of stake, faut rester au proof of work. Et donc on a eu un fork avec Ethereum proof of work qui s'est créé et avec quelques acteurs qui ont continué à miner à l'ancienne, tu vois, avec les règles avant le fork vers le proof of stake. Et donc à ce moment-là, on a par exemple les émetteurs de stablecoin qui ont dit nous on va pas sur Ethereum Proof of Work, on fait bien le fork vers Proof of Stake, tu vois. On a aussi les grosses applications comme AAV, etc. qui sont parties sur Proof of Stake. Si eux avaient dit on va sur Proof of Work, on aurait eu plein d'applications sur Proof of Work et tu vois, l'incitation économique à aller sur Proof of Work aurait été plus importante. Donc en fait, on a des acteurs comme ça qui sont centralisés et qui ont parfois le pouvoir de décider quel fork ils vont choisir et ça impacte le marché automatiquement. Okay. Et juste concrètement pour les gens qui nous regardent, parce qu'en général, c'est plus ou moins des débutants ou des gens qui connaissent un peu ce que c'est Bitcoin, Ethereum, etc., mais pas dans les détails. Enfin, moi, j'ai des Ethers. On m'a jamais demandé de choisir, quand ils ont fait le Proof of Stake et le Proof of Work, j'ai jamais vu, pourtant j'en ai sur une Ledger, sur du MetaMask ou sur des exchanges, jamais j'ai vu un message en mode choisi, hein. Donc alors toi tu choisis pas, marche comment c'est-à-dire que toi tu as une duplication en deux de tes actifs. Ok. C'est-à-dire que par exemple quand donc là tu me dis si je vais sur Ethereum Proof of Work, t'en as quelques-uns. J'en ai aussi. Si, selon ce que t'avais quoi à l'époque. Et je peux les vendre? Oui, après ça vaut des miettes parce que justement il n'y a pas eu de succès économique de cette blockchain là. Mais si je prends l'exemple de Bitcoin et Bitcoin Cash, quand tu as eu Bitcoin et Bitcoin Cash avait quand même un peu de valeur, tu vois. C'était peut-être 10%, 20%, je sais plus, de la valeur de l'autre fork, qui était resté Bitcoin, quoi. Et il y a des gens qui ont eu 2 fois les actifs, quoi. C'est une duplication de tes actifs. Donc il faut imaginer que évidemment la valeur que va prendre Bitcoin Cash, elle est prise un petit peu à l'autre Bitcoin, donc t'es pas un gagnant de fou non plus, tu vois. Faut pas se dire que tu fais x2 tranquillement, tu vois. Mais en fait simplement il faut que tu intègres sur ton wallet les caractéristiques, que tu puisses connecter ton wallet à l'autre blockchain, au fork. Donc en gros je change de chain et j'ai mes actifs. Exactement, tu auras un doublon.
Ok, putain, je savais pas du tout, c'est trop marrant. Bref, on s'éloigne grave du sujet. Donc, on va passer tout de suite au mythe numéro 4, qui est le dernier mythe. Suspense. Sur les ETF Ethereum Spot vont-ils avoir le même succès que ceux de Bitcoin parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que l'approbation des ETF Ethereum Spot va générer une hausse de prix de l'Ether en général, aussi importante que ce que ça l'a été, puisqu'on rappelle quand même que quand Bitcoin s'est fait accepter, je crois que c'est quelques jours après ou quelques semaines après qu'on a touché un nouvel ATH. Est-ce que là, potentiellement, donc on sait que ça a été approuvé, mais c'est pas encore en circulation. Le jour où c'est en circulation, est-ce qu'il y aura autant de volume? Est-ce que les gens vont switcher juste de ETF Bitcoin à ETF Ethereum? Est-ce que, je sais pas, gros bull run, let's go, c'est la folie? Enfin, tu vois comment le truc? Même si t'es pas devin et que t'es pas Madame Irma et que tout ce que tu diras ne sera pas un conseil en investissement. Pas de conseil en investissement. Non, donc c'est compliqué. C'est une question qui est très compliquée parce qu'il y a plein de facteurs qu'on maîtrise pas encore, comme l'état du marché à ce moment-là, tu vois, au moment du lancement concret. Ce qui est sûr, c'est que Ethereum intéresse quand même des investisseurs institutionnels, des grosses baleines, si tu veux, de Wall Street. Il y a un intérêt pour Ethereum. On le voit par exemple à travers la tokenisation. Alors, tu vois, tout ce que fait Ethereum, tout ce que permet de faire Ethereum, ça intéresse des gros acteurs. Je pense à BlackRock, je pense à la finance traditionnelle qui est en train, en partie, un petit peu de tokeniser, c'est-à-dire de passer sur Ethereum, d'utiliser la proposition de valeur d'Ethereum pour créer une finance décentralisée, une finance un peu différente. Donc il y a un intérêt pour le réseau Ethereum. Après, pour l'actif Ethereum, il y a plusieurs questions qui se posent, c'est-à-dire que c'est quand même un actif qui est différent de Bitcoin. Bitcoin, la compréhension, elle est finalement assez facile. Je parle pas de l'aspect technique, mais je parle de la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est un or numérique. Ouais, c'est l'or numérique. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Pour des gens classiques qui veulent pas en savoir plus, c'est une réserve de valeur. Voilà, une réserve de valeur décentralisée, incensurable. Voilà. Pour Ethereum, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est pas vraiment une réserve de valeur, même s'il y a un aspect déflationniste du token lorsque le réseau est utilisé. Je passe pour les détails. C'est une sorte de pétrole sur le réseau Ethereum, l'Ether, le jeton Ether. Ouais. En fait, Ethereum permet de développer plein d'applications différentes et pour faire marcher ces applications, il faut de l'Ether. Donc imaginez une autoroute, c'est le réseau Ethereum, il y a plein de branches qui partent dans tous les sens et des applications, et pour, nous les utilisateurs, on est la voiture, on prend les différentes branches, et pour faire marcher la voiture, il faut du pétrole, c'est de l'Ether. Et donc ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer, même si on peut l'imaginer comme ça auprès de gros acteurs institutionnels, c'est un peu plus compliqué de l'expliquer, tu vois. Il y a aussi le fait que Bitcoin est là depuis plus longtemps, est plus reconnu. On a des ETF déjà Ethereum Spot dans différents pays. On voit que la quantité de liquidité qui est attirée par ces ETF, elle est inférieure à celle des ETF Bitcoin très largement, tu vois. Okay. Donc c'est difficile à dire parce que si ça se trouve, les gens vont essayer de comparer un petit peu le succès des ETF Bitcoin avec ceux des ETF Ethereum. Bitcoin a mis la barre très très haut parce qu'on a battu tous les records en termes de rapidité, de flux de liquidité. Enfin, c'est vraiment inédit dans l'histoire des ETF. Pas que crypto, c'est vraiment énorme ce qui s'est passé. Et donc imaginons que Ether ce soit un peu décevant, on peut avoir un peu une spirale négative en se disant tout ça pour ça, tu vois. Voilà. On espère que non. Moi, je pense qu'il y a quand même les moyens de séduire pas mal de personnes. Mais tu vois, par exemple, le fait que le staking ne soit pas proposé et que du coup, il n'y ait pas de rendement sur l'ETF Ethereum, ça incite plus à aller détenir ces ETF sur la blockchain Ethereum, ces Ethers sur la blockchain Ethereum direct, en fait, pour toucher des rendements. Oui. Que de ne pas le faire, tu vois. Et quand tu es un gros fonds, tu as peut-être les moyens d'aller directement sur la blockchain, d'aller chercher du rendement, parce que si tu as 5% de rendement, mais sur, je sais pas, 200 millions de dollars, c'est énorme, en fait, tu vois. Donc, ce manque à gagner là, il va peut-être aussi jouer. Puis, donc, puis surtout qu'aujourd'hui, tu vois, hier, j'étais à un dîner entre une personne dans la crypto, etc., et il y avait des CGP, et en fait, eux, ils accompagnent aussi des gens qui ont beaucoup d'argent, à partir de 1 million, 5, 2 millions, à faire des choses comme ça en self-custody, etc. Et ils les prennent par la main et tu vois, donc je me dis, ces gens-là, en fait, ils n'ont aucun intérêt à aller sur un ETF plutôt que se faire accompagner par des gens qui sont spécialisés et toucher du rendement puisqu'ils stake, etc. Ouais, bien sûr. Maintenant, voilà, l'ETF Ethereum, ça va représenter un petit peu ce que permet la blockchain, ce que permet la finance décentralisée au-delà de Bitcoin. Donc, ça peut être vu un petit peu comme une exposition au développement des cryptos dans leur capacité à faire des applications décentralisées et tout, tu vois, ça peut être vu comme ça. Okay. C'est vraiment beaucoup d'incertitudes.
d'incertitude. Moi, je serais plus prudent que par rapport à Bitcoin. J'avais pas trop de doutes sur Bitcoin. Je serais un peu plus prudent sur Ethereum pour ces raisons-là. Mais advienne que pourra, quoi. Je peux pas non plus être devin. Ok, donc sur le mythe numéro 4, est-ce que, je sais plus comment j'avais tourné ça, mais est-ce qu'on aura en gros les ETF Ethereum Spot auront le même succès que Bitcoin? C'est plus incertain. C'est plus incertain, voilà. Certainement que non, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais encore une fois, on ne peut pas dire... Gardez vos convictions, voilà. Oui, chacun pense ce qu'il veut, etc., bien évidemment. On a fini les 4 mythes que je voulais faire, et en fait, dans ce concept, j'ai intégré un autre concept, plein de concepts. Non, en fait, donc moi, j'ai mis ma famille dans la crypto, tu vois, parce que au fur et à mesure, je me suis intéressée, du coup, eux, je les intéresse aussi. D'ailleurs, j'ai tweeté aujourd'hui que ma mère s'était mise à farmer des airdrops, et elle s'est vraiment mise à... Là, elle farme son premier airdrop, donc voilà, là, bravo maman. Bravo maman. Alors là, c'est un grand pas en vrai. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et tout, elle fait oui, je farme mon premier airdrop et tout. Voilà, c'est excellent. Et donc, du coup, donc ma mère et mon beau-père sont dans la crypto, etc. Ils se renseignent beaucoup sur plein de sujets. Et donc, avant de faire cette vidéo, ce que je me suis dit, c'est que moi, cette vidéo, elle est aussi destinée à des gens qui se renseignent sur le sujet, pas forcément des gens qui sont spécialistes, puisque les gens qui sont spécialistes, je les invite ici, comme toi, à venir s'exprimer, parler pour les autres, en fait, pour que, je sais pas, tout le monde puisse acquérir de nouvelles connaissances et comprendre un peu mieux ce monde-là. Et du coup, je leur ai demandé de m'envoyer des questions. Donc, s'ils avaient des questions, donc je peux te les faire écouter. En vocal, carrément. Ouais, c'est un vocal sur WhatsApp. Moi, je communique en vocal, j'adore ça. Donc c'est trop bien, et c'est vraiment un groupe en mode crypto family, etc. Et donc je lui ai dit, est-ce que vous avez des questions? Donc est-ce que tu es prêt pour écouter la première question? Allez, je la mets parti. Sur mon micro et tu me dis si tu entends. Voilà ma question, Antoine, maintenant. Je voulais savoir concrètement comment je fais pour acheter ou souscrire à un ETF, et est-ce que ça sera possible en tant que Français particulier? Voilà, merci pour ta réponse encore une fois. Trop sympa. 2-3 trucs. Est-ce que tu as... Alors, attends, C'était qui, du coup? Donc, c'est mon beau-père. Okay. Ils ont posé plein de questions, donc tout ça. Ah ouais. Je ne sais pas si la caméra peut voir, mais il y a... Bon, donc, il y a des passionnés, quoi. Mais il y a beaucoup de questions. Donc, en fait, la plupart d'entre elles, on a répondu pendant tous les mythes, etc. Il y avait celle-là, déjà. Si tu peux répondre, peut-être. Ouais. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, tu as déjà des ETF qui sont disponibles. Par contre, ceux qui sont américains... le niveau réglementation, ils ne sont pas adaptés en fait à la réglementation européenne, parce que ce sont des ETF, et des ETF en Europe ne peuvent pas détenir un seul actif. Donc pour le moment, il ne va pas y avoir de mise à disposition de ces ETF-là en Europe, en France en l'occurrence. Par contre, on peut imaginer que des BlackRock, des Fidelity, des fonds, les gestionnaires d'actifs qui sont derrière les ETF américains, créent un produit financier qui s'adapte à la réglementation européenne, et qui donc soit un ETC ou un ETN, comme je t'expliquais tout à l'heure, et qui donc ait les caractéristiques qui soient quasiment les mêmes et similaires. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas encore le cas, donc il va falloir patienter. Mais alors, donc moi... Je peux acheter un ETF Ethereum Spot émis par des gestionnaires de fonds américains seulement si j'habite en Amérique? Oui. Ok. Alors, ça dépend de la réglementation de tous les pays. Ça se trouve, il y a des pays, et notamment, je crois, le Brésil, par exemple, a permis aujourd'hui l'accessibilité aux ETF genre Ethereum. Les Brésiliens peuvent acheter... Voilà, parce qu'il y a une correspondance réglementaire entre les deux pays, quoi. Okay. Mais en Europe, en tout cas, on a une réglementation qui est différente, et donc on ne peut pas aujourd'hui accéder à des ETF Ethereum ou Bitcoin. Ok, on ne peut pas accéder parce que... Ok, donc c'est en fait, ils doivent faire un produit qui est dédié à notre pays ou à nos réglementations. Exactement. Et tu as dit qu'il y en avait déjà un. Il y en a déjà même plusieurs. Plusieurs. Qui ont plus ou moins de succès, avec des frais de gestion qui sont plus ou moins différents. Je vous invite, si vous voulez chercher ça, à aller sur le site Just ETF, donc très simple, Just ETF. Vous tapez Ethereum ou vous tapez Bitcoin, et vous allez avoir toutes les caractéristiques des ETF qui sont aujourd'hui disponibles. Et donc, si après vous voulez en acheter, il faut aller voir sur votre compte titre, peut-être qu'il est présent. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on rappelle, un compte titre ou un PEA, c'est tout simplement un compte que vous définissez avec votre banque ou des acteurs spécialisés, c'est ça? Tu ouvres un compte et après tu peux investir. Ouais, ça c'est un livret pour investir en bourse. Ok, moi j'ai ça, j'ai un PEA. Oh. J'ai pas de compte titre.
Pas encore. T'as différents trucs qui sont accessibles selon... Ouais, sur le PEA, t'as pas mal de trucs maintenant qui sont accessibles. Moi, je suis chez Boursorama et du coup, en fait, je suis passée par eux. Ils ont un truc, c'est tout simple à faire, etc. C'est tout en ligne et du coup, c'était assez cool. Donc, j'étais passée comme ça. Une autre question, je vais peut-être mettre en x1 parce que j'ai mis en x2. Et d'ailleurs, je sais pas si vous entendez, il y a un espèce de bruit genre qui fait cuit derrière. En fait, c'est parce que donc mon beau-père et ma mère habitent en Guadeloupe et du coup, c'est les crapauds de la nuit là. Ah oui, je vois très bien, là, je connais bien. Ouais. Je connais bien. Ouais. Et du coup, bon bref, voilà. Alors, je te vais écouter la question. Tac, hop. Salut Carla, salut Antoine. Alors voilà, une petite question des Antilles, de la Guadeloupe. Voilà, je voulais te demander, est-ce que pour toi, l'approbation des ETF et surtout la mise en circulation de ceux-ci va impacter et relancer le marché des cryptos en termes de prix? Voilà, je te remercie par avance pour ta réponse. Trop sympa. Écoute, c'est un peu ce que je disais, tu vois, sur l'incertitude autour de comment ça va être apprécié par le marché. C'est que moi, j'espère, bien évidemment. Je pense que déjà aussi, ce serait une sorte de validation que Ethereum est un actif, tu vois, de la part de la finance traditionnelle. C'est une reconnaissance comme ça l'a été pour Bitcoin. Et surtout, peut-être que le marché va spéculer sur le fait qu'il y aura d'autres ETF à l'avenir qui seront approuvés sur d'autres crypto-monnaies. Donc, ça serait la porte ouverte à plein d'actifs différents. Donc, en fait, ce que j'attends vraiment de voir, c'est comment l'approbation se déroule, quelle justification va donner Gary Gensler, le président de la SEC, parce que encore aujourd'hui, tu vois, il y a une incertitude sur ce statut Securities, Commodities, qui reste encore un peu flou et qui fait qu'on ne sait pas vraiment si cette approbation place Ethereum comme une commodities, comme Bitcoin, et dans ce cas-là, on va... let's go, parce qu'on va avoir tous les autres crypto-monnaies qui ont des caractéristiques similaires à Ethereum qui vont se voir proposer des ETF, et donc là, c'est l'ouverture à des liquidités, à des fonds, à des produits financiers aux États-Unis, à des gestionnaires de retraite, tu vois, des fonds de pension, de retraite qui vont investir dans ces actifs-là, et donc ça va être un afflux de liquidités qui sera énorme. Donc, si par exemple on a une approbation qui se fait avec une clarification sur le statut d'Ethereum et qu'on nous dit que c'est une commodity, là c'est let's go to the moon. Si on entretient toujours ce flou et que Gary Gensler continue un petit peu à faire des siennes, ça va être plus compliqué. Je pense quand même que ce qu'il y aura derrière, c'est sans doute plus on va se rapprocher de la présidentielle, plus si on continue sur cette dynamique, les candidats à la présidentielle vont comprendre l'intérêt de séduire un petit peu le public crypto, et ça coïncidera en fait avec les ETF Ethereum, et sans doute que le marché crypto de manière générale, mais peut-être pas grâce à l'ETF Ethereum, poussera sur la fin d'année, tu vois, et sera en augmentation, quoi. Okay. Mais voilà, c'est pas aussi certain que... C'est pas aussi certain que ce qu'on pourrait penser, quoi. En mode, c'est pas ça y est, c'est pas l'adoption de masse, non, let's fucking go, faut être un peu demain prudent on est quand en même. bull run market et on va tout Totalement. Faut modérer ses propos. Et il y avait une dernière question, alors peut-être que je vais pas la mettre parce qu'elle était assez longue, mais pour résumer, peut-être je la fais écouter et après tu y réponds. Donc la question que je viens de faire écouter à Antoine, c'était vraiment est-ce que l'approbation des ETF qu'on a eu récemment sur Bitcoin et Ethereum va transformer un peu le marché, plus tendance à être comme le marché aujourd'hui Forex, euros, etc. Ou est-ce qu'au contraire, non, on reste dans un marché un peu, je ne sais pas comment dire, dynamique Ouais, c'est une très bonne question. En fait, ce qui est sûr, c'est que ça amène des fonds un peu plus traditionnels, tu vois. C'est ce qu'on disait, c'est que ça va amener des investisseurs institutionnels à venir sur Ethereum, sur Bitcoin. Ça va amener des petits porteurs, ce qu'on appelle des retail, mais des investisseurs comme toi et moi à rentrer sur ces actifs-là et sur un public qui peut-être était plus habitué aux actions, à la bourse traditionnelle. Donc, si ces gens-là rentrent en masse, évidemment, ils vont répliquer leur comportement, le comportement qu'ils ont sur les marchés traditionnels, sur les crypto-monnaies. Et donc, on va avoir une sorte de corrélation entre les deux. Et on voit de toute façon déjà que c'est le cas. Il y a quand même une corrélation parce qu'on est tous dépendants sur tous les marchés des politiques monétaires, notamment américaines, mais aussi européennes et un petit peu asiatiques. Et donc, on a déjà cette corrélation-là. Et je pense qu'en effet, elle va s'accentuer. Alors maintenant, est-ce que ça va suivre vraiment le marché Forex, l'euro, le dollar ? Je ne sais pas. Mais suivre en tout cas les marchés traditionnels, on risque de converger de plus en plus vers ça, tu vois. À moins que, notamment Bitcoin, se place vraiment comme un actif refuge face au reste.
reste. Et dans ce cas-là, il aura un comportement qui sera plus proche de l'or que du Forex peut-être, tu vois. Mais Ethereum, bon, ça restera, je pense, vu comme un actif tech un peu. Et donc, ça suivra surtout voilà, les actions du Nasdaq ou des choses comme ça. Je pense que ça sera assez corrélé comme ça l'est aujourd'hui d'ailleurs. Ok, c'est intéressant parce que à la fin, on se dit, ok, si on a cette reconnaissance-là de Ethereum est une commodities, etc., c'est la fête à la maison, entre guillemets, et du coup, on peut partir vers un bull market, etc., et c'est hyper cool, et le secteur peut, je pense, pas exploser, mais entre guillemets, bien augmenter. Et à la fin, on a ce truc de se dire, au final, étant donné que l'argent qui arrive et qui aussi fait la fête à la maison, entre guillemets, c'est de l'argent institutionnel, peut-être que ça va calmer tout le monde un peu plus et qu'on va trouver très certainement, je pense, avec les années, un marché plus stable. Totalement, et de toute façon, plus il y aura de liquidité dans Bitcoin, dans Ethereum, dans les actifs crypto, plus il faudra de la liquidité pour que le cours de ces actifs bouge. Donc en fait, on va aller, si on croit dans le développement en termes de prix de Bitcoin et Ethereum, on va aller vers un marché qui va avoir une volatilité qui va se réduire. Et de toute façon, si tu regardes, moi je suis là depuis 2017, si tu regardes depuis 2017, des journées à moins 20, moins 30%, on en a quand même beaucoup moins qu'avant, plus 30, plus 40 aussi, hein. Il y avait des deux, mais je peux te dire on en a connu un paquet en 2017-2018, je ne vais pas te dire que c'était quotidien, mais en tout cas, il y a eu des moments vraiment où c'était ça. Beaucoup donc, plus qu'aujourd'hui. Voilà, beaucoup plus. Donc tu vois, ça se réduit quand même déjà, quoi. Ok, trop cool. Peut-être un futur ETF, tu viserais, je sais pas, est-ce que tu as en tête une crypto où tu te dis, ouais, si un prochain ETF, c'est sur cette crypto? Je pense qu'on est tous à regarder dans les grosses capitalisations, tu vois. Donc il faut voilà, parce que ce qui intéresse les gestionnaires, c'est qu'il y ait de l'afflux, des flux d'entrée, de sortie, etc., des frais de gestion du coup qui leur rapportent, et donc il faut regarder des actifs qui séduisent déjà dans les cryptos pas mal de gens. Donc il faut regarder dans le top 10 des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je pense que le principal candidat, c'est Solana. On a aussi Doge par exemple qui pourrait intéresser, parce qu'en plus lui est un fork de Bitcoin, et donc il a sans doute cet aspect commodity que Ethereum n'a... Par design, quoi. Voilà, par conception, que Ethereum n'a peut-être pas, ou en tout cas plein d'autres crypto-monnaies n'ont de façon beaucoup moins claire. Voilà. Et donc, et c'est aussi un actif en fait qui fait un volume de dingue, même si c'est un meme coin, ça intéresse plein de gens, ça fait rire, c'est symbolique aussi de ce que sont les cryptos. Et donc, voilà, on peut s'attendre à ça. Maintenant, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que comme je t'ai dit en début d'émission, on passe souvent par les ETF futures sur ces actifs-là avant d'avoir des ETF spot, donc il faudrait déjà qu'il y ait des demandes d'ETF futures sur Solana, sur Doge, qu'ensuite ça soit approuvé, qu'ensuite on ait des demandes sur spot, que ce soit approuvé. Ça peut prendre un peu de temps, sauf si on a un changement au sein de la SEC avec la nouvelle élection et qu'on a un président qui est ultra favorable et qui accepte tout très rapidement, tu vois, ce qui est possible. Franchement, on n'est pas à l'abri que ça arrive. Ok, trop cool. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de tous les mythes, de toutes les questions que j'avais sur ce sujet-là. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur les ETF Ethereum Spot, puisque je pense que même moi, j'ai appris des choses dans cette vidéo. Donc, j'espère que vous aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Carlita Crypto. Salut!